Alors, voici ce qu'écrit Delphine Orviller dans son livre « Vivre avec les morts ». Au tout début de l'histoire, un homme tue son frère et cette violence brûle jusqu'à la fin des temps. Les cris de cette violence, vous les entendez et votre livre invite à ce que nous, lecteurs, nous ne soyons pas sourds. Un long voyage dans le temps, autant d'arrêts que de chapitres. Vous mettez à profit ce très long parcours pour guetter les traces de ce premier fratricide dans notre actualité, amalgamé à elle. Ainsi, est-on invité à se désolidariser du présent. Pour ce décollement, vous convoquez l'espace mythique de l'Ancien Testament et de la Grèce antique, les écrits de Freud et les œuvres d'art, tels les films, les tableaux, la musique, les romans. Impossible de présenter tous les chapitres de votre livre. Mon choix a donc été dicté par mon intérêt de lectrice. Qui donc a commencé, d'Abel ou de Caïn? Vous ouvrez le fratricide originaire à plusieurs interprétations. Pour vous, la réparation de l'arbitraire, du choix de Dieu le Père, est loin de faire le tour de la question. Vous y ajoutez la passion de Caïn pour l'extermination de la différence, de l'altérité et sa fascination de l'un. En vous appuyant sur des peintures, vous avancez que c'est la féminité de son frère Abel qu'il ne supporte pas. Ainsi, écrivez-vous, la jalousie envieuse du fratricide vise toujours la mise à mort du féminin. Le premier fratricide ne peut être commis qu'avec la perte de l'union des frères après le meurtre du père primitif, comme si, écrivez-vous, la culpabilité inconsciente ne faisait plus lien entre les frères coupables. Le désir de meurtre du rival réapparaît. Comment penser cette culpabilité des fils et son destin funeste? C'est la première question que je vous adresse. Vous nommez fratricide l'acte que pose le fils cadet de Noé, Ham, à savoir le viol de son père. La position régressive de Noé, enfermé dans des espaces clos, arche d'abord, tente ensuite, l'apparente à un fœtus, et il devient alors le puiné de son dernier fils, déchaînant sa haine fratricide. Il est patent que dans cet épisode biblique, la fonction paternelle est mise à mal et que le brouillage des générations met à mal la loi symbolique. Einstein, dans une lettre à Freud, écrivait « L'homme vit dans un besoin de haïr et d'anéantir ». Cette citation introduit ma deuxième question. Pourquoi tant de férocité? Vous évoquez férocité. Vous évoquez, vous appuyant sur Freud, une férocité primaire, tournée vers le soi, puis vers l'extérieur, d'ordre musculaire. Ça m'a beaucoup intéressé. Avancez-vous. Qui ne s'accompagne ni de plaisir, ni de déplaisir, ni d'aucune conscience de culpabilité. C'est en cette indifférence primaire, semblable à ce que décrit Winnicott de la cruauté originaire, que vont puiser les formes de destruction ou d'emprise des pulsions de mort. À ce sujet, que pourrions-nous dire d'autre
Et que pouvons-nous opposer? Le régime du fallacieux, ça je vous cite, l'air du doute nous habite et fait vaciller notre sentiment d'exister. Selon vous, règne la haine de la représentation psychique, inséparable de l'absence et de la représentation inhérente aux affaires d'État. Nous sommes dans un nouveau mythe, dites-vous, de l'individu techniquement autonome, autosuffisant et libre de toute contrainte, sinon de la contrainte meurtrière du tout est permis, dont Caïn serait la figure mythique originaire. C'est vous qui parlez. C'est à cette chimère féroce que la psychanalyse a aujourd'hui affaire afin de construire le praticable sur lequel continue à se jouer la représentation de la réalité et de l'irréalité. Vous appelez de vos vœux la possibilité d'une façon solidaire de faire fraternité à partir d'individus singuliers, divisés, ayant accepté de perdre leur entité narcissique autosuffisante, ayant fait ce que vous nommez le deuil de soi. À tout instant, des êtres singuliers partagent leurs limites, se partagent sur leurs limites, écrit Jean-Luc Nancy. Alors, j'ai pris un autre chapitre de votre livre qui s'appelle La mort facile. La mort facile. C'est pas facile de comprendre la mort facile. Enfin, j'ai un peu de peine, mais bon, vous allez m'expliquer, nous expliquer, parce que bon, voilà. Alors, c'est dans l'au-delà du principe de plaisir que Freud aborde le jeu observé sur son petit-fils de 1 an et demi, et ceci tout de suite et sans crier gare, après quelques développements sur la question des traumas. Ça aussi, ça m'a paru, bon, intéressant. Ça a paru comment? Intéressant, oui, le rapprochement. Autour de ce jeu de la bobine, vous inventez un rêve de Freud. Tissez un autre rêve de Freud, celui-ci effectif. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Ces deux rêves, c'est là-dedans. Ces deux rêves, c'est l'abandon de l'enfant par l'adulte qui est en charge d'être avec lui et qui dort. L'enfant est donc seul. Seul. Le grand-père, Freud, est l'observateur d'une scène d'abandon dont il est aussi le théoricien. Vous faites de ce jeu de la bobine une interprétation différente de celle de Freud, car celui-ci insiste sur le côté réparateur de ce jeu, se venger de l'absence de la mère, sortir de la passivité pour prendre un rôle actif, devenir grand. La bobine est alors la métaphore de la mère. Votre lecture s'adresse à des zones plus originaires, primaires, et transforme la bobine en objet métonymique de l'enfant. Il est la bobine qu'il fait disparaître dans son berceau. En vous appuyant sur le concept d'autoclivage narcissique qu'avance Ferenczi, le moi observateur se clive, là je cite, je ne sais pas qui, Ferenczi, le moi observateur se clive de la part souffrante ou agonique qu'il regarde avec indifférence.
la partie morte de l'enfant est jetée dehors, partie haïe, jetée dans un monde haï. Selon vous, ce jeu de la bobine est l'expression d'une fonction de l'appareil indépendante du principe de plaisir. Là où était l'objectivité de l'observation souhaitée par Freud, vous remettez de l'autobiographique clivé par Freud et vous concluez que Freud est dans le déni de sa propre souffrance et ne peut entendre celle de son petit-fils. Tous les deux, grand-père et petit-fils, sont liés par le clivage. Voici un extrait de la lettre adressée par Freud à Ferenczi, une semaine après la mort de sa fille Sophie. Cher ami, ne vous faites pas de soucis pour moi. Je demeure le même, seulement un peu plus fatigué. L'heure éternellement invariable du devoir et la douce habitude de vivre feront le reste pour que tout continue comme à l'ordinaire. C'est saisissant. C'est saisissant. Franchement, j'ai presque fini. Nous atteignons la dernière page. Donc, je ne peux terminer la présentation de votre livre sans m'arrêter sur le chapitre que vous avez intitulé « Un trou noir dans notre présent ». Abel est le trou noir qui occupe notre présent. La Shoah est le trou noir qui occupe notre présent. Écrire sur le malaise, c'est écrire sur les traces. Écrire au-delà du malaise, c'est écrire à partir de l'effacement des traces, dites-vous. Comment lire cette chose non écrite dont parle Didi Huberman? La lire avec l'écriture poétique, celle de Célan, dont vous citez des vers poignants et silencieux. La lire avec l'arpentement, celui de Philippe Cognier, qui arpente les lieux de l'anéantissement à Birkenau avec, à la main, les clichés clandestins de ces lieux d'extermination, qu'il superpose de façon méticuleuse aux lieux tels qu'ils sont maintenant. À droite, les deux arbres, à gauche, un bosquet et l'ombre d'un baraquement. Vous associez son travail à celui de l'arpenteur du château de Kafka. Lui aussi tente de s'approcher d'un lieu insaisissable. Vous convoquez un autre arpenteur, le chercheur de traces du roman de Ibn Kardesh, qui ne cherche pas les traces, mais leur effacement. C'est leur effacement qui fait trace. C'est un roman splendide, ça, je l'avais lu il y a longtemps. Les arbres, la nature, le vent, les herbes, les pierres sont les seuls témoins de ce qui n'a pas été vu. Pour Célan, ils attestent que ça a existé. Voilà. Merci infiniment. Très passionnant. Je vous remercie infiniment parce que vous avez une lecture très, très fine d'abord et très concernée, très affectée, vous pouvez dire. Et la lecture affectée, c'est ce qui m'apporte, enfin, si je peux produire pour les lecteurs quelque chose du côté de la lecture affectée, j'aurais réussi. Donc, c'est tout à fait comme ça. C'est tout à fait comme ça que moi je pensais les choses, c'est-à-dire une lecture qui soit affectée, et c'est dans ce sens-là que ça prend tout à fait bon
son sens pour moi, tout ce que vous avez dit. Hein. Alors bon, vous avez soulevé des tas de questions, je ne sais pas comment les aborder, comme ça d'emblée, enfin c'est un peu compliqué, mais pour dire d'abord un peu les raisons pour lesquelles ce livre est venu pour moi s'imposer d'une certaine manière. Il est venu d'une part en considérant qu'au fond, de fraternité, il y en avait de moins en moins, et dans les relations fraternelles et dans les fratries. Et que j'observais que finalement la fraternité était quelque chose qui était de plus en plus rare. Et ça, c'est une constatation que j'ai faite à la fois dans mon environnement de vie, hein, on va dire comme ça, mais aussi dans mon expérience d'analyste, où je me suis aperçu que finalement, d'abord les séances étaient remplies d'histoires de frères, de sœurs, de conflits, de violences, de haine, de jalousie, de cruauté aussi, de fantasmes, de fratricide. Et que tout ça, ça envahissait complètement la clinique du quotidien, pour vous tous. Mais qu'à côté, en face, il y avait finalement relativement peu d'écrits théorico-cliniques sur cette question, et qu'on était dans une espèce de hiatus entre ces deux choses. C'est ça qui m'a amené aussi à m'interroger sur cette question de la frérocité, comme on dit, là, en ramenant à la fois dans cette chimère sémantique quelque chose à la fois du fraternel, la fraternité et la férocité. Cette même fonction. C'est parti d'une conférence que je suis allé faire à Québec sur ce thème de férocité, et donc sur cette dimension qui s'est imposée à moi, qui était aussi la dimension mythique. C'est-à-dire, je m'interrogeais sur le fait que les textes originaires de la culture étaient eux-mêmes, en quelque sorte, ancrés et hantés ensuite par cette scène originaire qu'un frère est amené à fracasser la tête à coups de pierre de son frère. Et je me m'étais demandé qu'est-ce qui faisait une telle scène originaire s'imposer à la fois comme premier homicide et figure de fratricide originaire, s'imposer à la culture. C'était une vraie question, alors même que j'entendais sans arrêt se multiplier dans ma clinique, comme je vous le disais, des choses qui faisaient écho. Et je me demandais qu'est-ce qui faisait que le mythe originaire dévoilait quelque chose et en même temps, pas seulement dévoilait, avait un effet performatif, je dirais, sur l'actuel. Je me disais qu'au fond, quand un mythe originaire aussi puissant n'est plus couvert par les refoulements originaires, même si on en parle, il peut être couvert par les refoulements, mais que son efficacité performative n'était plus couverte par les refoulements, il se trouvait actif dans l'actuel. Il y avait donc une relation intime entre l'effectivité d'un mythe originaire aussi puissant et ce qui se passait dans l'actuel. Donc je ne pouvais pas ne pas penser qu'il y a des moments de crise dans l'actuel, dans le collectif, qui ont à faire directement avec le dévoilement l'effondrement des refoulements originaires sur des mythes primitifs. Donc je vous donne à réfléchir, parce que c'est une question très importante, que le temps du mythe et que le temps de l'actuel se trouve à certains moments collabés, dans des espèces de collapsus des temps, et peut-être que nous vivons des temps mythiques. C'est ça que je veux dire, brutalement, je vous dis brutalement, que dans la multiplication des cruautés, des férocités de notre temps, est-ce que nous ne sommes pas dans un temps arrêté, c'est-à-dire dans une position anhistorique des temps, quand le temps n'a plus le déroulement historique et il est figé dans le temps originaire. Donc ça soulève la question de l'effondrement des refoulements originaires et de leur répétition de l'actuel. Ça me paraît une question tout à fait importante pour nous analystes, pour interroger ce qui se passe actuellement. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que initialement le titre de mon livre, c'était pas Vanessa dans la fraternité, je voulais l'appeler l'âge des Caïns. Et l'âge des Caïns, ça voulait indiquer quelque chose d'un rapport étroit, précisément entre le temps du mythe et ce qui se passe aujourd'hui. Donc dans cette référence très liée, très serrée, très contrainte. Bon, il se fait qu'il a été décidé ce titre pour d'autres raisons.
Mais en tout cas, je voulais vous signaler que le premier titre, c'était pas celui-là. Donc il indique quand même quelque chose, hein, très très important. Et d'une certaine manière, je me suis aperçu ensuite que aborder la question de la question du frère était actuellement, en tout cas pour moi, je me suis aperçu, était une question explosive, à des tas de points de vue. Et qu'aborder aujourd'hui la question du frère est une question explosive. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse sur cette question. Pourquoi la question du frère est aujourd'hui explosive? Ça me paraît une question capitale, aussi bien du point de vue de la clinique analytique que du point de vue de la clinique sociétale, on va dire comme ça rapidement. Donc, ça m'a éclairé beaucoup sur, au fond, en réfléchissant à ça, sur ce qui se passait. On pourrait dire qu'est-ce qui viendrait, de la scène originaire avec Alain venait dévoiler quelque chose qui aujourd'hui se trouve agi en permanence. Et je dirais que ce qui m'est venu à l'évidence, c'était que c'est la question du plus proche qui nous interpelle. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas la question du plus loin, ce n'est pas la question du plus étranger, ce n'est pas la question de celui qui est à l'extérieur, c'est la question de celui qui est le plus près, qui dévoile quelque chose qui jusqu'à présent, moi, il me semble, était souvent très refoulé, qui est la menace que représente le plus proche. Et quand c'est le plus proche, c'est toujours le plus menaçant, le plus dangereux. Et qu'on a affaire, mais Freud l'avait déjà abordé à partir de son texte sur l'Heimlichkeit, sur l'inquiétante étrangeté, c'est la question du prochain, c'est la question du semblable, c'est la question de l'identique à moi, c'est la question qui vient menacer les limites, qui est la plus dangereuse et celle avec laquelle nous avons aujourd'hui affaire. Donc, et je pense qu'il y a là une question très importante sur le problème, par exemple, de l'antisémitisme, qui se déploie de façon insensée aujourd'hui, qui est que le juif n'est pas celui qui est le plus loin, le plus étranger, celui qui est marqué par tous les signes de l'extériorité, c'est précisément celui qui est le plus proche, celui qui risque d'être confondu à moi. Et c'est ce risque de confusion qui crée l'antisémite. L'antisémite, c'est celui qui est menacé par la perte des limites, dans un excès de proximité. Et c'est à ce moment-là que, précisément, pour refaire de la limite, refaire de la différence, refaire de l'écart, il s'agit de produire une figure sur laquelle se projettent tous les sentiments de rejet, de haine, d'extériorité, d'altérité radicale, jusqu'à la déshumanisation de l'autre, jusqu'à son extermination. Après tout, la meilleure façon de refaire la différence, c'est de tuer l'autre. Tuer l'autre est la meilleure façon de faire la différence. Quand il n'y a plus moyen de faire la différence autrement. Et il me semble que la haine antisémite, c'est précisément une défense contre la confusion et la perte des limites. Il y a un texte de Kafka que vous connaissez certainement, et qui s'appelle Discours sur la langue yiddish de 1912, février 1912. Où Kafka fait un discours à une assemblée, et il parle de la langue yiddish, et il parle à des Allemands. Et il leur dit, vous savez, n'ayez pas peur. Dans ce discours, il y avait des choses qui étaient très proches de ce que je suis en train de vous dire. Il s'adresse donc à des Allemands pour leur dire, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la langue yiddish, n'ayez pas peur du yiddish. C'est tellement proche de l'allemand que
vous le comprenez sans le savoir. C'est extraordinaire. La langue yiddish, qui est une langue portée par toutes les transhumance, les pogroms, les haines, les dérives à travers le continent, toutes ces traces justement de l'extériorité, de l'étranger, etc. Eh bien, c'est dans votre langue, c'est même confondu avec votre langue, et c'est tellement confondu avec votre langue qu'il n'y a pas de traduction possible. Dire qu'il y a une traduction entre deux langues, c'est déjà dire qu'il y a un écart. Il n'y a pas de traducteur possible entre votre langue et le yiddish. C'est extraordinaire. Je trouve que ça dit merveilleusement ce que c'est que la proximité et la menace que peut représenter le trop proche. Et je trouve que là, il dit les choses essentielles, et c'est précisément à des Allemands qui parlent de cet excès, de cette proximité qui pourrait être pour eux menaçante. Qui est-ce qui dit ça? Kafka, dans le discours sur la langue yiddish de février 1912, qui est un texte magnifique, absolument superbe. Donc, je me disais aussi qu'au fond, Freud nous dit des choses assez finalement très proches de ça. Dans le texte sur l'inquiétante familiarité, il nous indique que le plus proche aussi, c'est le lieu même, donc c'est le lieu du double, c'est le lieu de l'angoisse du double, c'est le lieu où c'est aussi le lieu du plus menaçant, le heimat, toutes les formes de l'intime sont aussi les lieux les plus étranges et les plus inquiétants. Donc il nous dit quelque chose du côté de l'angoisse de double qui nous occupe chaque fois. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans des angoisses de double dont on sait bien qu'elles nous conduisent à l'angoisse de la mort. Le texte inquiétante étrange, inquiétante familiarité, c'est absolument central. Donc le plus familier, c'est le plus inquiétant. Et Freud nous le disait déjà dans ce texte, fondateur, absolument essentiel pour la psychanalyse. Donc on écoute aussi les patients avec ça, avec cette étrange angoisse de la gémellité aussi. La gémellité comme figure même de la monstruosité, et qui est le plus proche. Je pensais là, en parlant, au mythe de Ésaü et Jacob, où les deux frères jumeaux se battent déjà dans la matrice maternelle. Ils sont déjà dans le ventre de Rebecca, en train pas de s'entretuer, mais de se battre, de se combattre sans arrêt. Et qu'est-ce que nous dit le mythe, ces textes fondateurs? Ils disent que c'est le plus proche, justement, le plus gémellaire, c'est là où ils vont quasiment s'entretuer. Et au fond, à bel écart, c'est quoi? Si ce n'est pas cet excès de proximité qui va conduire l'un à assassiner l'autre, pour faire de la différence, précisément. Qu'ai-je à faire de mon frère? La question, mais qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien que Dieu pose? Suis-je le gardien de mon frère, virgule, moi-même? Dans le texte biblique, on dit combien, précisément, cette question est fondamentale, c'est qu'as-tu fait de toi? Dans le qu'ai-je à faire de mon frère, moi-même? Qu'ai-je à faire de moi-même? Si on lit le texte tout autrement. Donc, c'est bien la question du moi-même et de la haine de soi qui est en arrière-plan. Évidemment. C'est ce que j'ai développé à propos du texte sur lequel vous êtes intervenu, c'est-à-dire la mort facile, c'est-à-dire la dimension de la haine de soi du petit-fils de Freud, dans un texte sur lequel il n'interprète pas du tout comme moi, mais qui est, moi, fondamental. Si on reprend à la lettre la description de la scène de la bobine, c'est-à-dire cet enfant qui joue en jetant la bobine le plus loin possible, et puis qui la tire ensuite avec sa ficelle pour la faire revenir, Freud l'interprète comme parlant de la mère qui n'est jamais là, je te veux pas, je te jette le plus loin possible,
et je te fais revenir quand je veux, c'est-à-dire je maîtrise ton départ et je maîtrise ton retour, si on reprend le texte à la lettre, on s'aperçoit que l'enfant ne jette pas la bobine loin de lui à l'extérieur, il la jette dans son lit. Il est, lui, hors de son lit, il a la bobine, il jette la bobine dans son lit. C'est-à-dire que là, et Freud ne relève pas du tout cette topologie très très particulière du jeu, on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'enfant, jetant la bobine dans son lit, s'identifie évidemment à la bobine, et c'est lui qui le jette. Il se jette, il s'éjecte. Et là, d'une certaine manière, cette dimension de la haine de soi nous renvoie à des dimensions beaucoup plus archaïques que l'interprétation freudienne vers laquelle elle est tirée. Donc, il me semble que la question de suis-je le gardien de mon frère moi-même, suis-je le gardien de moi-même, il y a une haine de soi originaire fondamentale dans la scène que je relève, qui est cette scène d'Abel-Écart. C'est ce que je voulais dire rapidement pour l'instant. Sur la question de la guerre civile. La guerre civile. Voilà. Sur la question de la guerre civile, moi j'ai développé toute une lecture des Phéniciennes d'Euripide, où précisément la question de la guerre civile, elle se déchaîne entre les deux cités, et la dimension politique apparaît de plus en plus que la dimension familialiste, on va dire, hein, de l'interprétation. Il y a une interprétation familialiste, c'est les deux frères, les deux fils, deux frères d'Édipe, qui sont une royauté alternative. C'est-à-dire, ils ont Édipe, et ça, la traduction d'Euripide, Édipe les condamne à s'entretuer, condamne ses fils à s'entretuer. Théocle et Polynice. Et pour éviter de s'entretuer, ils essayent d'établir un pacte. Pacte, c'est-à-dire que l'un sera roi de la cité une année et cédera la place à son frère cadet l'année suivante. En toute démocratie. Bon. Il se fait que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le frère qui est déjà à la place, il n'est pas question de céder sa place l'année suivante au frère qui attend sa place, n'est-ce pas? Et donc, ils vont agir la malédiction d'Édipe. Ils vont s'entretuer. Et donc, il y a là, ça c'est la dimension familialiste, on va dire. Hein. Derrière ça, il y a des cités qui s'entretuent. Et c'est des cités très proches, quasiment fraternelles, on pourrait dire. Hein. Et c'est l'excès de proximité, justement, qui les amène à ne plus se reconnaître. Parce que la question, elle est là. C'est qu'à un moment, la haine du proche s'accroche à la question de la non-reconnaissance. Je dis, mais je parle des cellules cancéreuses qui ne reconnaissent pas l'organisme d'où elles viennent et attaquent l'organisme primaire, enfin, les cellules viennent, n'est-ce pas? Et elles sont auto-immunes. Ce sont des attaques auto-immunes qui... et c'est pour ça que je dis que le fratricide relève d'une auto-immunité, c'est-à-dire d'une non-reconnaissance cellulaire, cancéreuse, on pourrait dire, hein, de l'un par l'autre. Et on pourrait dire que Caïn ne reconnaît plus la proximité du frère, lequel devient étranger, et donc l'attaque. Hein. Mais je pense, pour reprendre votre question, qu'il y a dans les groupes et dans les collectifs et dans les sociétés aussi des modes d'auto-immunité, on pourrait dire, d'attaque auto-immune, n'est-ce pas? Et qu'à un moment, on ne se reconnaît plus. Alors, quels sont les effets? Qu'est-ce qui est lié à un effondrement des médiations symboliques, dans ces cas-là, qui jouent normalement les rôles de médiation précisément? Quelles sont les fonctions symboliques qui assurent normalement les médiations?
pour éviter cet affrontement des cellules qui ne se reconnaissent pas. C'est une question tout à fait importante. Et là, on peut s'interroger beaucoup, en effet, sur qu'est-ce qui se passe du point de vue collectif à ce moment-là, hein, pour qu'il y ait un effondrement de tout ce qui fait médiation. Une question qui me paraît très compliquée. Hein. Alors, voilà, votre question, c'était des sœurs. C'est très intéressant, cette question-là. Moi, je pense que la question, elle est éminemment, au fond, ça nous amène à réinterroger la position de Freud dans une société androcentrée. Dans une société androcentrée, la sœur, on pourrait dire, n'est qu'un cas du frère. C'est très intéressant si on la réinterroge au plan clinique. Et au plan clinique, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça nous renvoie non pas à la jalousie de la fratrie, mais à l'envie primaire. Et qu'on est beaucoup plus dans un registre d'envie primaire que dans un registre de jalousie où la question du tiers fonctionne. Dans la vie primaire, c'est la question du duel. Et il y a une scène clinique que j'évoque dans mon livre, mais qu'on retrouve beaucoup cliniquement, vous savez, ça va vous parler immédiatement. Quand le frère aîné est en présence d'une scène, comment on pourrait dire, intolérable, qui est la scène où la mère on est présent le pouvoir maternant de la mère et d'une mère allaitante, du puits-né à boucher au sein. Voilà une scène complexe où, au regard de l'aîné, la figure maternelle, elle est prolongée de son phallus tétant. Et que cette complexité, elle suscite dans la position de l'aîné, que ce soit un aîné masculin, un homme, un garçon ou une fille, hein, le désir de se substituer à la mère, c'est-à-dire de prendre, il y a là donc une envie primaire qui s'adresse à ce complexe mère allaitante, bébé allaité, on va dire comme ça, cette espèce d'ensemble unifié, et à l'égard duquel s'adresse une envie primaire, et donc le désir de se substituer à la mère pour venir, en quelque sorte, prendre sa place et s'accaparer le pouvoir allaitant, qui est le pouvoir tout-puissant, de vie et de mort, donné à l'autre. Et d'une certaine manière, cette scène-là vient se rejouer dans l'inceste frère-sœur. Je dis que l'inceste frère-sœur prolonge la dimension du fratricide primaire entre la fille, entre le frère et la sœur. Je veux dire par là que dans la scène d'inceste frère-sœur se rejoue précisément la scène d'allaitement de la mère envers le bébé. La fille dont le frère prend la place de la mère et, en quelque sorte, l'allaite avec son pénis sain à ce bébé supposé le téter. Donc il y a là une scène primaire d'inceste, en quelque sorte frère, sœur, qui est une autre interprétation du fratricide. Donc ça réintroduit cette dimension tout à fait, on est dans une zone, vous le voyez bien, une zone complètement différente, où la question de l'inceste reprend à son compte la question du fratricide. Et je pense quand même que sur la question de ce qui est fait au lien d'interdit, la société, le sujet humain, s'organise sur des liens d'interdit.
et quand les liens d'interdit, interdit du meurtre, interdit de l'inceste, c'est-à-dire interdit du mélange. Le mélange, c'est précisément ce qui relève de l'inceste. Hein? Quand les liens d'interdit s'effondrent, hein, n'ont plus d'efficacité performative, organisatrice, que ce soit du point de vue collectif qu'au plan individuel, et quand ces liens d'interdit font, il ne reste plus que la jouissance précisément de l'effondrement du lien d'interdit. Et cette jouissance, elle se transmet. Il y a une transmission de la jouissance, de l'effondrement de l'interdit, et des liens d'interdit. Cette jouissance, elle se transmet de manière transgénérationnelle, et on le sait, nous, analystes, enfin, c'est ce qu'on entend sans arrêt dans l'organisation de famille. Je voudrais simplement rappeler déjà ce que dit Freud, que la fraternité est une formation réactionnelle. Pour lui, il est clair que la fraternité est une formation réactionnelle. Donc, ça rétablit de suite la question des idéaux, mais des idéaux fondamentaux pour nous, hein, idéaux républicains. La fraternité est quand même au fronton de tous les établissements de la République, et c'est au nom de la fraternité que quand même la démocratie et notre régime démocratique fonctionnent quand même. Hein. Donc des idéaux de partage, de solidarité sont tout à fait essentiels, et donc la dimension de la fraternité, même comme formation réactionnelle, elle est capitale pour le fonctionnement, être ensemble, évidemment. Donc, bien sûr, ça c'est indéniable. Il se fait que la question du père, elle est revenue à plusieurs reprises, évidemment il faut la reprendre, elle est tout à fait essentielle, et de ce point de vue, on ne peut pas ne pas revenir au mythe théorique de Freud, sur le père primitif, le frater, hein, et la formation de la fiction d'une masse des frères, qui est contenue dans le mythe théorique de Freud, cette masse des frères alliée, liée par le sentiment de culpabilité. Donc revenir sur le mythe théorique de Freud et la question donc de cette alliance, de ce lien d'interdit. En voilà un lien d'interdit, hein, qui fonctionne pour constituer la masse des frères, ce lien d'interdit. Donc moi ce que j'appelle un lien de non-agression entre les frères, pour se soumettre à l'impératif que nul désormais ne viendra prendre la place du père primitif. Et ça, Freud ne le développe pas, cette question-là. Dans le pacte qui vient lier les frères, ce pacte qui est un pacte de culpabilité, si on reprend Freud, hein, la question du lien de non-agression entre les frères, pour qu'aucun ne vienne prendre la place, c'est-à-dire ne vienne se hisser en s'auto-désignant comme le père primitif, le nouveau père primitif, ne vienne s'imposer à la masse des frères et s'accaparer la totalité des femmes, puisque c'est bien ça, le mythe théorique. Hein. Donc, il y a là une menace sur chacun, je parle des frères, menace qu'il subirait lui aussi un assassinat collectif, ou un meurtre collectif plutôt, un meurtre collectif, s'il advenait le désir de s'auto-désigner comme un nouveau père primitif. C'est intéressant cette idée-là, parce qu'au fond, elle interroge qu'est-ce que c'est que ce père primitif qui a surgi dans la théorie de Freud. Sinon, un frère de plus, ou un plus de frères. C'est-à-dire, au fond, que ça interroge l'histoire même du père primitif. Il n'est pas tombé comme ça du ciel, père primitif. Freud ne l'évoque pas du tout, cette question. C'est comme si le père, le Vater, était là depuis toujours, sans histoire et sans génératif précédent. Hein.
ou sans histoire qui l'amenait à se perdre dans cette position, à l'égard des frères, des fils, enfin tous ceux, vous connaissez l'histoire. Moi je trouve que si on vient à interpréter la position des frères ensuite, en tant que nul ne doit s'auto-désigner dans cette position-là, au risque d'être assassiné, on découvre soudain que finalement, ce père primitif n'est peut-être qu'un frère qui s'est auto-désigné et qui a subi évidemment ce sort-là. Hein. Donc, autrement dit, le fratricide originaire serait antérieur au parricide, et non pas l'inverse. On a un parricide qui serait secondaire à un fratricide originaire. Et dans ce cas, on viendrait dévoiler quelque chose de ce qui reste énigmatique dans la théorie de Freud, de l'histoire du Urvater. D'où il vient, sinon un frère de plus. Autrement dit, Caïn serait d'une certaine manière en position peut-être de cette auto-désignation, de celui qui s'auto-désigne par rapport à Abel, qui s'auto-désigne dans cette position de surplomb et de domination, alors peut-être au nom du droit d'aînesse, au nom de tout ça. Bon. Donc, ce serait ma façon de... Ce serait ma façon de vous répondre un peu sur la question qui a circulé là, qui est la question du père, en effet, qui est une question très intéressante, hein, sur la question du père par rapport au fratricide. C'est ma façon de vous répondre en réinterrogeant complètement la fiction théorique de Freud. Alors, cette question-là, elle n'est pas du tout abordée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à une totalité des femmes dans le mythe freudien, je parle. Hein. Bien sûr, ça c'est... Mais vous avez raison que le pouvoir de désignation par la femme, par la mère, de désignation du père, est complètement obsolète dans la fiction freudienne. Hein. Et vous avez... Mais c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui est aimé et l'autre qui n'est moins aimé. L'un qui est préféré, l'autre qui n'est pas aimé. Il y a toujours un élu. Mais tout le temps. Mais voilà, mais absolument. Il y a toujours un élu. Il y a toujours un élu et il y a toujours un exclu. C'est la loi générale. Ça s'appelle l'amour. L'amour, c'est la chose la plus inégale qui soit. La moins logique. Ça sort complètement de toute logique. Pourquoi lui, pas moi? Ça, c'est la logique. Hein, bon, on sait bien que l'amour, c'est pas ça. Que la question de l'amour, c'est précisément ce dont on parle. Alors, qui peut vous remplacer, qui peut prendre votre place, vous voyez de suite le danger. Vous venez d'introduire quelque chose de nouveau, là, en disant ça. Hein. Hein? Mais tout à fait, non, mais je sais bien. Vous venez d'introduire ce que Freud dit à propos de l'identification, que l'identification, elle est ambivalente depuis le début. Il dit ça littéralement. Il nous dit que ça va de la tendresse au désir d'élimination. C'est ça l'identification. C'est pas, on dit l'identification de façon banale, une espèce de mimétique, mais on voit bien que les arrière-plans analytiques font jouer les choses de façon tout à fait différente. Et le désir d'élimination, il est au cœur même de l'identification. Donc, vous avez raison, prendre la place. Je t'aime au point de vouloir prendre ta place, donc te tuer. Moi, je pense qu'il y a la fétichisation du terme de frère. Peut-être un fétiche aussi, qu'on peut utiliser un fétiche comme flambeau, comme drapeau, comme étendard. Et l'étendard de la fraternité, on sait à quelle aune mesurer. Enfin, hein. En Orient, on dit facilement mon frère. Ben oui, et l'étendard de la fraternité peut être redoutable. Hein. Donc, et ça, c'est très, très important. Hein. C'est pour ça qu'au fond, ce mythe est très important à saisir, parce qu'il condense en quelque sorte complètement tout ce qu'on est en train de dire, avec un réel de l'image.
on va dire plutôt. C'est-à-dire, au fond, l'image, elle est, comme vous l'avez dit, elle est d'abord discours, elle est d'abord grammaire, elle est d'abord écart, elle est d'abord trouée, elle est d'abord insuffisante, avant de... Elle est représentation. Représentation. Là, elle meurt. Mais là c'est le contraire. Elle est présentation. Elle colle. Vous avez dit, elle colle. C'est une image qui colle au réel, c'est ça. Et elle ne représente rien. Elle ne représente rien. Et donc, quand au fond, elle induit forcément du côté du spectateur quelque chose du collage à l'image, lui aussi. Lui aussi est collé à l'écran comme collage à l'image. Moi, j'avais développé ça dans mon livre sur Survivre à l'indifférence. Quelque chose qui avait à faire avec cette question-là du statut de l'image. Vous donnez à l'altérité un autre sens. Moi, je pense qu'il y a des formes d'altérité radicale qui constituent précisément à faire la différence. C'est ce que j'ai voulu dire. Hein, quand la différence est effondrée. La question, c'est l'effondrement de la différence. Hein. C'est comment construire de la différence à tout prix. J'ai dit le meurtre comme façon de fabriquer de la différence. On en sait quelque chose aujourd'hui sans arrêt. Hein. Alors, ce que je dis, c'est une banalité écœurante. Et il y a donc, c'est tout autre chose, une altérité, comme on parlait tout à l'heure, de comment organiser. Au fond, vous parliez en relevant dans votre lecture la question du sujet divisé en tant que comment la division des sujets peut organiser un groupe qui ne s'entretue pas. C'est toute la question. Hein. Et donc, qu'ils viennent soutenir quelque chose d'une altérité vivable et pas d'une altérité radicale qui soit l'équivalent d'une élimination. Hein? Donc le sujet divisé, il y a un texte de Nicole Laureau qui est tout à fait passionnant, auquel je vous renvoie, qui est très très intéressant sur la cité athénienne, où la question c'est bien il y a deux types de division. Il y a des sujets divisés. Il y a une division des sujets par la destructivité et une division du sujet par la séparation. C'est pas la même chose. Se séparer ou se détruire. Se détruire, ça évite la séparation. Et quand on se sépare, on évite la destruction. Des choses intéressantes justement sur la séparation. Et ça rend possible la réconciliation. Oui, c'est ça. Avec la place vide. Voilà, c'est ça. Le conflit. Tout à fait. La question de la place vide, de la place du voisin, c'est très intéressant. Agamben a dit des choses passionnantes là-dessus. Hein. Bon, donc, le sujet divisé est un sujet séparé et non pas où la question de la destructivité est la seule solution. Hein. Or, on connaît des sociétés qui fonctionnent seulement par la destructivité, c'est pour répondre à votre question aussi, hein, latéralement. Hein. Et quand la question de la séparation est possible, c'est-à-dire la réconciliation, ça veut dire aussi que le sujet, la séparation, suppose une mémoire de la séparation. La réconciliation suppose la mémoire de la séparation. Toute la question est là, c'est qu'on ne se retrouve qu'avec la mémoire du fait qu'on s'est perdu. Et c'est capital, hein, dans un lien politique quand même. Hein. Bon. Et toutes les illusions qui consistent à se penser, il n'y a jamais eu, nous sommes toujours unis, il n'y a jamais eu de séparation, etc., on est précisément dans la destructivité. Dans l'impossibilité d'une mémoire de la séparation qui est capitale. Et tout lien, moi je parle tout lien démocratique qui se fait là-dessus, sur la mémoire du fait qu'on a été séparés, qu'on a été divisés, qu'il y a eu du conflit, la mémoire du conflit, c'est fondamental la mémoire du conflit. Et toutes les sociétés qui se veulent amnésiques, voire amnistiques, en Algérie, c'est bien la question de l'amnistie, c'est-à-dire on fait comme s'il n'y avait jamais eu. Comme elle ça n'a jamais eu lieu, la guerre civile n'a jamais eu lieu. On va en prison si on en parle. C'est ça. C'est ce qui s'est passé là. Avec voilà, comme ça. Là. C'est la forclusion, c'est plus que l'armistice.
Oui, Oui. oui, mais c'est au nom de la loi d'amnistie. Hein. Oui. Non, non, mais c'est important. C'est au nom de la loi d'amnistie que s'organise, je suis d'accord avec vous, la conclusion, mais c'est la loi d'amnistie nationale. Personne n'a le droit, comme tu dis, de déroger à ça. Hein. Bon, ça crée la pire des guerres civiles. C'était pour répondre à votre question. Donc, je trouve très intéressant si on sépare, on voit bien que la séparation et la mémoire de la séparation et le fait qu'on n'est pas dans l'amnésie ni dans l'amnistie. C'est une forme de dénégation. Mais, oui, de déni. Hein, de déni, pas de dénégation. Hein. Dans les familles, ça fonctionne comme ça. Dans les familles, idéalisées, où on s'est toujours entendu, on s'entend comme frères et sœurs. Bon, c'est-à-dire que les parents, vous aimez, c'est des paroles meurtrières, des trucs comme ça, parce que ça crée des destructivités formidables. C'est des idéalisations qui sont amnésiques de toute histoire de séparation et de conflit. Il y a un très joli film que certains ici ont vu qui s'appelle Septembre peut attendre. Où un couple passe son temps à dire on va se séparer, on va faire une fête pour se séparer. Puis on ne comprend pas très bien parce qu'il n'y a pas vraiment un conflit, mais il y a l'idée qu'il faut se séparer. Et effectivement, ils vont se séparer, ils vont faire une fête pour se séparer, mais finalement ils se marient. Ah oui, non, mais c'est drôlement intéressant. C'est exactement ce que je voulais dire. Ils peuvent se retrouver sur quelque chose qui n'a pas été dénié, qui est que on n'est pas dans l'idéalisation. L'idéalisation est meurtrière. Hein. Elle est meurtrière, socialement, collectivement, individuellement, à tout point de vue. Et pour se retrouver, il faut se séparer. Mais bien sûr, et garder la mémoire. Quand je parle des fratricides, je parle du fantasme fratricide aussi. Hein. Tout le monde n'est pas fratricide. Hein. On parle des souhaits fratricides, des vœux fratricides. Entre filles, évidemment qu'il y a des vœux sororicides. Hein. Avec transgenre, c'est bien. Alors le transicide. Mais l'année prochaine, on pourra en parler. On aura une clinique suffisante pour nous permettre de parler de ça. Moi, je m'interroge sur ce que vous avez avancé à la fin, le matricide de la mère à l'étante, là. Oui, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Tout à fait. Je pense qu'il y a sa dimension. Plus en arrière, alors là, en arrière-plan. La dimension peut être très importante. Vous le voyez derrière tous les fratricides? Non, je dis qu'il y a des formes du fratricide qui sont référées à cet arrière-plan. Oui. C'est extrêmement important. Et cliniquement, on le voit tout à fait. Que derrière, il est question précisément de cette mise à mort d'une figure de surpuissance à laquelle qu'on voudrait s'approprier. Et ça, on le voit dans certaines cliniques, dans des zones, disons, peut-être plus limites. Hein. On va peut-être s'arrêter. Il y a tellement de choses dans ton livre que, bien sûr, on pourrait continuer. Ça en témoigne largement, ce débat en témoigne largement. Alors, on te remercie beaucoup. C'est vraiment un livre très actif qui nous aide à penser l'actuel. C'est ça que j'ai voulu. Hein. Très intéressant. En parlant aussi, en parlant de la vengeance, en parlant de ces questions de... Merci. Merci beaucoup.